Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler donc de l'AX, avancer sur quelque chose que je voulais, c'est-à-dire passer à l'éthanol, histoire de consommation, puis on verra par la suite pour la performance. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Le passage de l'AX à l'éthanol, le passage de l'Avantime à l'éthanol, c'est pas la même chose, on va pas faire les mêmes choses, mais le résultat va être le même. Et tel que vous me voyez là, c'est le visage du SUM. Il va falloir faire le joint de culasse sur la voiture. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Et il s'est avéré que il va falloir le faire dans tous les cas pour ce qu'on a prévu par la suite, vous vous doutez bien. Donc on va certainement le faire dans cette vidéo aussi. Mais ça, c'est après le générique. Pour passer cette titine à l'éthanol, c'est assez simple, c'est une injection monopoint. Donc on va laver le moteur et on s'occupe de ça tout de suite après. Nous sommes maintenant sur un moteur approximativement propre, il y a encore de la saleté. Vu que comme je vous ai dit on va faire le joint de culasse, dans tous les cas ça va être nettoyé aux petits oignons, mais on revoit un petit peu d'aluminium, on voit un peu de choses. Je démontrerai aussi ce qui reste de la climatisation qui ne nous sert pas, pour faire quelque chose de bien. Injection monopoint, ça ressemble à un carburateur, mais en fait ça c'est une injection monopoint. Arrivée de carburant ici, sortie de carburant là, franchement assez simple. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe dedans. Alors oui, mettre un coup de Karcher c'est toujours le bienvenu. Faire attention quand on met un coup de Karcher à l'alternateur et au système d'allumage. Sur ces vieux systèmes d'allumage, on a des fils. Déjà, on risque de faire passer le courant à côté. Mais surtout, ici, caché en dessous de ça, là, on a une tête d'allumeur. Cette durite que je vous disais être trop dure, Flexeo, là, maintenant, en stock. Donc, je vais la mettre en silicone. Ça sera beaucoup mieux. Et pour le passage en turbo, ça me permettra de vous expliquer un peu ce que je vais faire dans l'avenir. Parce que je veux que ce soit un slipper, donc il ne faut pas que ça se voit. C'est-à-dire que le passage turbo, il faut que la baie moteur, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Mais moi, je vais devoir mettre de la pression là-dedans. Donc ce tuyau-là, par exemple, il va être bouché. Ces tuyaux-ci vont être bouchés et je vais faire passer dans la boîte à air ici un tuyau rigide qui va passer et qui va venir alimenter tout ça. Donc, beaucoup de travail de camouflage en perspective. Un vrai slipper, comme ça se fait, parce que les Américains sont très friands de ça. Parce que eux, ce qui se passe, c'est que le vendredi soir, ils ouvrent les pistes de dragster. Et les mecs, ils parient des bifetons. Ils veulent pas que les gars sachent que le mec, il a le nos. Donc, dans sa roue de secours derrière sous la bagnole, il met un faux pneu, il cache la bouteille dedans, carrément, quoi. Les gars, ils sont chauds. Donc là-dedans, on essaiera de faire passer une durite. On verra. Je pourrais couper ici en dessous, je m'en fous. L'important, c'est que ce soit étanche ici. Wow, qu'est-ce que c'est dégueulasse! Donc ici, on a le régulateur de pression d'essence et ici, au milieu, l'injecteur avec les deux fils qui passent là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le régulateur de pression d'essence. Ici présent, on voit la capsule un peu. Généralement, c'est sur le rail. Régulateur de pression d'essence, injecteur. C'est un système Bosch. Vous voyez un peu la saleté du truc. Et au fond, on voit là le papillon. Ici, capteur de température, parce qu'en fonction de la température d'air, la contenance en oxygène n'est pas la même. Je vais vous expliquer tout ça avec justement quand on va parler de l'éthanol et de comment ça fonctionne. Donc maintenant, nettoyage du monopoint. On va ouvrir le régulateur pour vous expliquer tout ça, voir un petit peu comment ça marche. Mais avant de vous expliquer tout ça, quelques explications quand même sur l'éthanol, le carburant lui-même. J'en parle souvent à mes élèves le rapport stoichiométrique, on va y venir après. C'est le mélange entre le carburant et le comburant. Le comburant, c'est ce qui aide à brûler, ça brûle pas. C'est ce qui aide à brûler. Et le carburant, c'est ce qui brûle vraiment, c'est-à-dire l'essence ou le bioéthanol. Et cette année, au BTS MVVTR, il y a eu justement des questions sur l'éthanol, sur le rapport stoichiométrique et sur tout ce genre de petites choses que je fais avec mes élèves. Le bioéthanol, c'est de l'alcool, tout simplement. C'est de l'alcool. Donc pour faire du bioéthanol, il va falloir utiliser quelque chose de sucré, alors généralement de la betterave, de la canne à sucre. Ça peut être fait aussi à partir d'ordures ménagères ou d'algues qui évitent d'utiliser en fait de la nourriture qui pourrait potentiellement être de la nourriture comme du blé, du maïs, parce qu'on peut aussi en faire à base de ça. Alors étonnamment, le bioéthanol brûle moins bien. Bon, vous verrez, on va en reparler un peu plus tard aussi quand on va aller chez Shiftech, mais le bioéthanol brûle moins bien, mais c'est un avantage pour nous dans le carburant. Par contre, il faut en mettre beaucoup plus que l'essence. L'essence, on a des rapports, un ratio qui est de 14,7 pour 1 gramme d'essence, il faut 14,7 grammes d'air.
pour que ça brûle bien correctement. C'est un peu, je fais souvent la comparaison, vous connaissez peut-être le Ricard ou le pastis, c'est un volume de Ricard, d'alcool, donc de carburant, pour 5 volumes d'eau. Ça donne un truc un peu comme ça. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf que les volumes sont beaucoup plus gros. Et donc l'éthanol, lui, il va falloir un volume d'éthanol pour 9 volumes d'air, là où pour un volume d'essence, il faut 14 volumes d'air. Donc ça veut dire que dans la même quantité d'air, dans la même quantité de mélange, il y a beaucoup plus d'air pour de l'essence que pour le bioéthanol. J'espère que je ne sème pas déjà trop, j'essaie d'expliquer les choses le plus simplement possible. Et vous allez voir que ça va nous servir pour le montage turbo. Ah oui, j'ai reçu un petit turbo là de chez Max Speedinrod et l'éthanol va avoir un réel avantage. Vu qu'il brûle moins bien, il ne brûle pas tout seul et donc il ne fait pas de détonation que l'on appelle du cliquetis. C'est-à-dire c'est l'essence, le mélange dans le cylindre qui commence à s'allumer tout seul et qui vient faire fondre les pistons, poser d'autres problèmes, et c'est souvent le piston qui fond en fait. Et donc avec l'éthanol, on est à 105, 102 d'octane, ça varie un petit peu parce que dans le E85 que l'on achète à la pompe, il peut y avoir jusqu'à 85% d'éthanol, mais ça peut varier de 0 à 85. Bon, eux, ce qui les intéresse, c'est d'en mettre un maximum, hein. Mais souvent, l'hiver, il y a moins d'éthanol et plus d'essence pour que ça puisse démarrer plus facilement. Les problèmes justement généralement c'est de démarrer un petit peu moins bien à l'éthanol parce que à froid ça brûle pas super bien. Alors l'éthanol ça existe depuis la préhistoire, hein. On a l'impression de découvrir ça, mais l'éthanol c'est de l'alcool que l'on trouve dans les parfums et c'est en fait les têtes de distillation, c'est de l'éthanol. Justement nous il faut surtout pas boire ça, c'est ce qui rendait fou à l'époque quand on parlait de ça, c'est ce qui rendait fou. Donc on garde pas les têtes. Et ça part plutôt à une consommation pour le parfum ou pour le carburant. Ça a été utilisé en carburant depuis 1902. Oui, vous avez bien entendu, 1902, ils en ont mis déjà dans les voitures et ça fonctionnait. Et en 1905, la RATP, vous savez la RATP, les cars et les bus qu'on trouve chez Paris, là, à Paris ou même à Londres d'ailleurs, c'est la RATP aussi, et ben ils faisaient fonctionner 1500 bus au bioéthanol. À l'éthanol, en fait, plus ou moins distillé, plus ou moins mélangé, mais ils ont fait un volume de kilomètres et de consommation important pour voir que ça fonctionne, hein. Ça a vraiment servi tous les jours pendant des années. Donc on sait déjà que c'est quelque chose qui fonctionne, qui a fonctionné et qui fonctionne toujours. Alors bioéthanol, ça ne veut pas dire que c'est une culture bio, hein. Non, loin de là, ça veut juste dire que ça vient de l'organique. Le bio, c'est organique, c'est-à-dire les plantes et toutes ces choses-là. Et éthanol, c'est que c'est monté en alcool, distillé. Bon, et nous, maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2007, en fait, c'est légal en France de rouler à l'éthanol. C'est-à-dire qu'on commence à en trouver aux stations-service. On commence à avoir des véhicules qui sont capables de rouler sortis de concession, mais ils sont pas très nombreux. Et les derniers à le faire, c'était Ford. Et ils vont peut-être arrêter d'ailleurs cette conversion d'origine. Maintenant, on retrouve des mecs qui vont faire des reprogrammations des boîtiers dits homologués. Ils ont payé pour homologuer leur boîtier. C'est pas pour autant que le taf est forcément mieux fait, hein. C'est juste que c'est homologué. Donc la carte grise derrière est refaite et tu payes pas de taxes et tout ça. Ça a son avantage. Mais on peut aussi faire autrement. Vous allez voir dans cette vidéo que je vais faire largement autrement. Je vais rien faire d'homologué. Je vous préviens tout de suite. Je vous conseille pas de le faire. Je vais juste vous montrer et vous donner des explications autour de ce carburant. En règle générale, tous les véhicules avant les années 2000, enfin avant 2000 pile poil, ne vont pas trop pouvoir tourner à l'éthanol pour des problèmes de réservoir, qualité de durite, toutes ces choses-là. À partir de 2000, tous les véhicules ont en fait dans les cahiers des charges le fait de pouvoir tourner avec un taux d'alcool dans l'essence, ce qui fait que les réservoirs ne sont plus en ferraille mais ils sont en plastique et les durites acceptent l'alcool. Il faut se méfier quand on achète des durites chinoises et des choses comme ça, hein, même si c'est de la durite aviation ou quoi, l'éthanol ça attaque beaucoup. Et donc ça peut faire sécher les caoutchoucs et craquer les caoutchoucs. Il y a quand même pas mal de problèmes aussi, parce que si c'était que bien, que parfait comme ça, on roulerait tous avec. L'éthanol est hydrophile, c'est-à-dire que ça attire l'eau, ça se mélange bien à l'eau et ça pose problème. C'est-à-dire que si on stocke un véhicule avec le réservoir plein, ou enfin pas plein, mais plutôt mi-niveau, l'humidité va être absorbée par l'éthanol et ça pose problème parce qu'après, il y a de l'eau dans le réservoir. C'est pour ça que les réservoirs doivent être en plastique aussi, pour éviter de rouiller, parce que l'éthanol, il va y avoir toujours un petit peu d'eau.
ça peut poser des problèmes. L'éthanol est aussi très décapante, c'est-à-dire que s'il y a des saletés dans votre réservoir, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand on fait le changement, il faut prévoir derrière changer le filtre à essence, parce qu'on vient décoller toute la crasse de notre circuit d'essence, hein, en général, tout le circuit d'essence, d'ailleurs des injecteurs, de la rampe d'injection et tout ça, parce que ça revient par le retour, et tout ça retourne dans le réservoir, et donc on vient colmater très rapidement notre filtre à essence. Comme je vous disais, ça attaque aussi certains plastiques, donc il peut y avoir des durites qui sont affaiblis, durcis à cause de l'alcool. On va maintenant retourner dans la vidéo, et dans cette vidéo, je vous présente deux façons de faire différemment pour pouvoir rouler à l'éthanol. Sur une voiture des années 90 qui va être la X, vous allez voir un petit peu comment je fais, ça va être une méthode plutôt mécanique. Et sur mon Avantime en injection, V6 3 litres injection multipoint, et là pour le coup ça va être électronique, et je vous redonnerai quelques explications avec Julien de chez Shift Tech Nantes. Bon allez, on retourne bosser sur la X. On va commencer les transformations avec une prise de pression pour la pression d'essence, parce que ce que je vais faire pour augmenter mon débit d'essence, je vais augmenter la pression d'essence. On va être à 1 bar et moi je veux avoir 1 bar 2, ce qui fait 20% de plus, et ensuite le reste, ce sera le calculateur via une sonde qui va pouvoir corriger ces valeurs-là au plus précis pour que mon moteur tourne parfaitement bien. Donc maintenant on est sur le moteur ici. Ici donc comme je vous disais l'injection, et là on peut voir les petites flèches. Ici la flèche d'arrivée d'essence, donc ça vient du réservoir et de la pompe en pression, et une fois que là-dedans on a régulé la pression, ça ressort vers le retour et ça retourne au réservoir ici. Ce qui nous intéresse nous, c'est la pression qu'il y a dans cette durite là, parce que la pression qu'il y a dans cette durite là, c'est ce qui va être géré par le régulateur qui se trouve là-dedans. Donc on va mettre nous un mano ici. Et le mano, je vous le présente tout de suite. Voilà en gros le mano, donc c'est un manomètre standard qui va jusqu'à 10 bars. Une durite qui prend la pression. Et ici on a un petit bouton pour faire descendre la pression et évacuer le surplus de pression avant le desserrage pour pas que ça gicle partout. Ce qui nous intéresse nous, on a une multitude de raccords qui sert pour prendre toutes les pressions d'essence de tout, en basse pression. Ça peut être du gazole aussi avec des vis banjo comme on est ici. Et maintenant on trouve des valves en fait où on peut mettre directement ça dessus. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça. On va se mettre sur la durite avec une durite avant, une durite après, et directement notre manomètre serré dessus. Bon, c'est un petit kit trouvé en Chine, rien d'extraordinaire, mais pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est largement suffisant. On va prendre la pression d'origine et on va l'augmenter. Ce côté-là que je suis en train de mettre, ça va être côté donc injection, et ce côté-là, ça va être la durite qui arrive du réservoir. Durite qui arrive du réservoir, c'est celle-ci. Comme ça, en mettant ça et en ayant un bout de durite, ça nous évite de couper la durite d'origine. Hop. Fin du montage du raccord. Je vais quand même mettre le mano et après on va prendre la pression. Premier coup, il y avait une petite fuite. Ici, il n'y a plus de fuite. J'ai vu l'aigu monter et redescendre. On va pouvoir mettre en route et voir à combien. Logiquement, j'ai regardé la doc, je devrais être à peu près à 1 bar. Un bar. C'est bien là où je dois être. Donc je suis bien à 1 bar, mais maintenant ça m'intéresse pas. Je vais être un peu plus que ça. Notre régulateur qui est ici. Et avec le torx là, je vais démonter ça pour voir un petit peu plus clair. Donc ici, nous avons notre régulateur, le fameux, qui tient donc en desserrant ces 4 vis, on va atteindre l'intérieur. Et en gros, c'est une membrane qui vient faire plus ou moins de fuite pour envoyer vers le réservoir en fonction d'un tarage d'un ressort. C'est fil d'injecteur et de température d'air. Là, le petit cache. Voilà, c'est la prise en fait, c'est le connecteur de l'injecteur. On retire sa vis et on accède, donc on voit l'injecteur directement et ici on accède à notre régulateur. Alors le but là c'est de le sortir sans l'écraser, donc on ouvre bien la pince. Voilà, on a le petit joint, on voit la capsule. Alors les réglables, généralement, ils ont une vis qui sort ici. Ici, on a notre petit ressort et là, on voit la petite membrane, la fameuse. C'est elle qui vient faire notre régulation.
Elle est bien étanche, on va pas... Donc ça vient bouger et ça vient déboucher un trou qui permet de faire fuir vers là. Nous on a ce ressort là et le but de la manœuvre ça va être de mettre une rondelle pour pouvoir rajouter de la pression. Allez, je vais chercher une rondelle. Donc me revoici. Maintenant le but de la manœuvre c'est de mettre une rondelle. Alors j'ai plusieurs rondelles avec moi. J'ai une rondelle de 8 qui fait pile poil la bonne taille pour venir me mettre là et mettre mon ressort. Sauf que ici il ne serait pas calé. J'ai une autre rondelle plus petite qui pourrait aller. Un peu grande celle-là, j'avais pris une autre exprès. Voilà. Celle-là elle pourrait aller pile poil là. On va essayer avec la grosse directement derrière là. Je pose ma rondelle dessus. Non, je t'ai dit il faut rien faire tomber. Et je fais tomber bien sûr. One eternity later. Bon, en vrai, elle n'était pas tombée trop loin. Comme je vous disais, hein, il faut surtout bien tout tenir. Alors forcément, moi, je suis en train de filmer en même temps, donc ça me perturbe un peu. Donc là, j'ai mis l'insert. L'insert est symétrique. J'ai ma rondelle pour ajouter de la pression. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. L'épaisseur de ma rondelle de 2 mm. On va savoir si de compresser de 2 mm le ressort, ça suffit. Ah, autre chose que j'ai remarqué que je vais vous dire aussi. Dans le chapeau ici, qui se trouve en fait dans le capuchon. Donc il n'y a jamais de dépression, c'est l'air atmosphérique. Il y a un trou ici, ce qui fait que ça vient appuyer sur la membrane avec la pression atmosphérique. C'est intéressant pour le montage turbo après, parce que ça veut dire que s'il y a de l'air au-dessus ici en pression, ça va rajouter autant de pression dans notre essence. Et ça m'intéresse. Et donc, si on suralimente en air, il faut rajouter un petit peu d'essence aussi. Allez, on replace l'empilement. Voilà. Maintenant, on va remettre l'essence et il faut que je sois à peu près. J'étais à 1 bar, il faudrait que je sois à 1 bar 2 pour être un peu plus juste dans mes proportions. Vous voyez le 1 bar, on est à 1 bar 2 pile poil. Donc j'ai bien 20% d'essence supplémentaire. Et ici, on voit la sonde lambda. C'est la sonde qui va faire l'ajustement fin en fait de la richesse. Là, elle va voir qu'on a beaucoup plus d'essence et elle va nous ajuster ça aux petits oignons. Donc je vais laisser ma rondelle de 2 mm, c'est pile poil. Voilà, j'ai augmenté la pression d'essence. Donc comme expliqué, maintenant c'est le boîtier électronique qui lui va, vu que là il y a trop d'essence, il va descendre les réglages des injecteurs. Et quand avec l'éthanol je vais demander un peu plus de puissance ou quoi, il va pouvoir avoir plus de marge de manœuvre pour rajouter du carburant et donc que ça fonctionne convenablement. Maintenant on va s'occuper de mon Avantime. On va faire la même chose mais on va le faire en électronique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du boîtier électronique, on va ouvrir les injecteurs plus que là sur la X, j'ai pas gagné de puissance. En faisant la conversion à l'éthanol, j'ai juste fait rouler à l'éthanol sans perte de puissance. Ce qui va nous permettre par la suite de mettre de la pression de turbo. Si c'était un carburateur ou une injection encore à l'ancienne, on aurait pu rajouter un petit peu d'avance à l'allumage aussi, ce qui nous aurait fait gagner en performance. Et on n'aurait pas eu de cliquetis grâce au bioéthanol. Mais là, non, je vais lui mettre un turbo, de la suralimentation. Donc avec la suralimentation, j'ai besoin d'enlever tout cliquetis. Et donc le bioéthanol est un peu le passage obligé maintenant. Par contre, ça nous oblige à avoir des injecteurs beaucoup plus gros. Enfin, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Pour l'évolution, et je le répète, on va mettre un petit turbo comme ça. Alors j'en ai deux parce qu'à la base j'avais pas reçu le Max Speed Inrod. J'ai un tout petit turbo aussi que je pensais mettre, mais celui-là, bon écoutez, oui c'est Max Speed Inrod, ça vient de Chine, mais la qualité et j'ai demandé une version montée sur roulement à billes. Il n'y a pas un pet de jeu, rien. Ça me paraît pas trop mal. En plus c'est forcément par eux que c'est passé parce que forger, enfin de mouler Max Speed Inrod sur la turbine, sur la volute, c'est que c'est pas juste un truc où ils ont rebadgé facilement comme ça, c'est que ça a vraiment été fait pour eux. Donc je vais essayer. Beaucoup roulent avec et n'ont pas de problème, donc on verra ça. En attendant, maintenant on va s'occuper de l'Avantime. On part chez Shiftech à Nantes. On va faire la Lucien. Salut Julien. Ça va? Donc nous sommes chez Shiftech ici pour la version, on va dire, professionnelle. Moi j'ai fait une petite bricole, augmentation de pression d'essence. Ouais. Ça reste sur un petit véhicule ancien que tu peux pas programmer, un 1,4 litre monopoint. Et là aujourd'hui on fait donc mon Avantime multipoint injection. C'est quand même 3 litres V6. 3 litres V6. Qui accepte déjà l'éthanol
plus ou moins sans reprog. Ouais. C'est pas le top du top, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors après, il y a une histoire en hiver, du coup, ça allume parce que l'oxygène est plus concentré dans l'air et donc il donne plus assez d'essence. Je pense que c'est pour ça que ça s'allume. Oui, tu n'as pas assez de carburant, donc lui il détecte un mélange trop pauvre Ouais. et donc tu as du mal à démarrer. Tout à fait. Enfin, c'est même après, moi, c'est en roulant. Effectivement, Il une broute. boîte, ouais, Après, en plus, entre l'hiver et l'été, tu n'as pas le même pourcentage d'éthanol. aussi. Et Voilà. l'essence, ouais. Ouais, donc forcément, ça n'aide pas non plus. Quand on vient faire une reprogrammation chez vous, là, en gros, bah, tu lis le boîtier, tu modifies la cartographie. C'est ça. Pour faire simple et clair et être un peu vulgarisé, hein, les techniciens, les hauts techniciens d'Internet, ne nous tapez pas. Oui, voilà, ça va être très très simple. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc, ça, l'idée. on ne va pas rentrer dans le vif du sujet ultra technique. Mais oui, voilà, pour faire très simple, en gros, on extrait donc le fichier d'origine. À ça, on va modifier donc les paramètres d'origine du calculateur, principalement l'injection d'essence et l'allumage. Voilà. Donc les démarrages à froid pour enrichir, et puis après toutes les phases mi-régime, etc. pour dire que ça fonctionne correctement. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire, non, l'éthanol ne sort pas moins de puissance. Ça peut même te permettre d'en sortir plus. Généralement, même en conversion simple, sans augmentation de puissance, on sort toujours un petit peu plus de puissance, dans le sens où le carburant est plus performant. Quand on perd, c'est étonnant parce qu'il brûle moins bien, tu es obligé d'en mettre plus, mais voilà. Au final, s'ils s'en servent en NASCAR et en compétition, c'est parce qu'on a un indice d'octane beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé, voilà, à peu près l'équivalent d'octane 102 environ. Ah, pas plus, moi je pensais plus un peu. Ça dépend en fait du mélange aussi. Voilà, ça dépend déjà dans les stations. C'est très, très diversifié. Mais en tout cas, voilà, quand on perd de la performance due à l'éthanol, c'est parce qu'il n'y a pas de gestion moteur. Et donc le calculateur, il corrige tout ce qu'il peut, mais au bout d'un moment, il est au max du max et le véhicule ne fonctionne pas correctement. Exactement ce qui se passait avec moi quand je faisais ma petite bouine, hein, du coup. C'est ça. Et effectivement, parce que après, tu vas pouvoir mettre de l'avance qui va te permettre de récupérer de la performance. Exactement. Et en plus de ça, le fait que ce soit de l'éthanol, on peut se permettre de mettre plus d'avance. Il n'y a pas de cliquetis avec l'éthanol, donc plus de performance. Et sur un moteur turbo, il n'y a pas que l'avance que tu vas jouer, tu peux même jouer sur la pression. Et pression turbo, etc. Tous les mecs qui font des prépas turbo, et je ne veux pas spoiler, mais restez bien connectés, mettre de l'éthanol avec des plus gros injecteurs et tout, pour pouvoir… en fait, ce qui vous bride souvent sur les grosses prépas, c'est le débit des injecteurs. C'est ça. À un moment donné, on arrive à des limites mécaniques, c'est-à-dire soit la pompe basse pression, soit la pompe haute pression pour les moteurs plus récents en injection directe, ou alors après la capacité des injecteurs. Voilà. Donc après, on passe sur des modèles upgradés. Pour lever cette barrière, un peu comme ce qui s'est passé sur le C15 de Lucien, où on était limité par la pompe à injection parce qu'on emmenait beaucoup d'air. Si tu rajoutes beaucoup de turbo et beaucoup de choses comme ça, dans tous les cas, si tu ne mets pas de carburant, de gasoil, tu n'auras pas plus de sauce. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que les anciens préparateurs, entre guillemets, en herbe, les Super 5 GT Turbo, etc., les gens disaient, tu serres la Westgate et puis ça marche. Hein. Mais après, ils avaient un trou dans le piston parce qu'il n'y a pas de carburant. Voilà. 18 ans, 19 ans, 3 Airons turbo, j'ai eu effectivement, jaune culasse, machin. Voilà. Tu dis, ah ouais, mais tu n'avais pas la notion de stoichiométrie. Voilà, c'est ça. Donc les gens se disaient, oh oui, c'est cool, ça marche. Oui, effectivement, ça marche, mais pas longtemps. C'est ça un peu le problème. C'est le problème. Ok, merci beaucoup. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. On la passera pas au banc, je pense. Pas la peine. On va voir si on a le temps. Si on a le temps, on pourra. Mais là, dans tous les cas, au moins, tu auras des démarrages qui seront plus cohérents déjà. Et je vais récupérer la puissance. Et tu vas récupérer ta puissance. Et là, tu pourras rouler vraiment 100% éthanol sans risquer. Oui, parce que le problème, le risque aussi, c'est que ça peut bien fonctionner, comme moi ça fonctionne bien, mais je tape pas dedans non plus parce que je sais que je suis trop pauvre. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Et à long terme, parce qu'on a plein de clients qui disent, moi je tourne depuis 30 000 km à l'éthanol, sans gestion, de temps en temps j'ai un voyant, mais je fais des mix. Ouais, mais ça veut dire que si tu as un voyant, ça veut dire que c'est déjà voilà, donc trop limite, hein. Ils font un peu les chimistes. Les chimistes, ça peut fonctionner avec certaines motorisations. Maintenant, sur du long terme, ça peut créer du cliquetis, ça peut créer un trou dans un piston, ça peut fondre une bougie, enfin, il peut y avoir plein de dommages. Donc oui, parce que le cliquetis commence à détériorer un peu la surface du piston, qui fait une amorce, et puis après, ça te fait du cliquetis par rapport à ça. C'est ça, du cliquetis, donc ça fond le piston, et puis là, d'un coup, on se dit, mince, ça fume tout bleu, ça tourne sur 3 cylindres au lieu de 4, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un trou dans le piston. Voilà. Bon. Ok, merci Julien. Merci à toi. Donc là, c'est presque un plaisir de venir à la pompe. Je vais payer mon essence aujourd'hui 0,82 centimes le litre. Et ça, c'est plaisant. Aucun changement par rapport à d'habitude. C'est pas comme si on passe au gaz ou quoi. C'est direct. On met de l'essence et voilà. Quand on voit les litres qui vont plus vite que le prix, c'est bon signe. Là, je suis à 8 litres pour 6 euros. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal. 43 euros pour 52 litres. Ça fait plutôt plaisir.
Donc bioéthanol, là avec la reprogrammation de Julien de chez Shiftech, merci à eux, hein, Shiftech Nantes. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a du répondant, j'ai retrouvé un peu de pêche. Ah, je sais pas si vous allez m'entendre, mais ça marche plutôt pas mal, hein. Là, bien sûr, je suis à la limitation, je suis à 50. Hein. Et non, je suis assez content. Alors j'ai fait une comparaison, je vous ai mis ça déjà sur Instagram, mais je suis passé de presque à 14 litres, j'étais à 14 litres. Après reprogrammation, je suis arrivé à 10 litres, 11 litres, tout cassé. Toujours pareil, ça dépend de plein de choses, hein, du temps qu'il fait, de la vitesse à laquelle tu roules et aussi de la température extérieure. Là, c'était exactement la même route que je prenais d'habitude pour aller chez Lucien, la boiserie. Et donc, j'avais déjà fait plusieurs fois le comparatif à différentes vitesses. J'avais essayé à 110, j'avais essayé à 130. À 110, effectivement, tu consommes beaucoup moins d'essence, hein, mais c'est chiant. Hein. Sur l'autoroute, je parle, j'avais fait quand même les 3 heures de route à 110. C'était pas fun. Bon, après je suis super confort dans ma voiture, régulateur de vitesse, je me plains pas du tout. Et donc là je suis passé à 11 litres à 130, donc à peu près l'équivalent de ce que je faisais à 110. Donc on est très bien, je suis assez content de ça. On pollue moins, ça coûte moins cher, ça devrait être obligatoire presque, j'ai envie de te dire. On devrait tous rouler au bioéthanol parce qu'il y a beaucoup moins de pétrole dans le bioéthanol. Il y a toujours, hein, parce que 85, je le rappelle, c'est 85% de bioéthanol et le reste c'est du super 95. Voilà. Bon, allez hop, on retourne bosser un peu sur la X parce que c'est pas tout ça, mais vous vous doutez bien que là il y a beaucoup de choses à faire. Passage à l'éthanol de mes 2 véhicules, on passe à la pompe, ça fait plaisir. Je vous conseille, hein, trouvez près de chez vous un centre qui peut vous faire une reprogrammation ou vous voyez, pour pouvoir rouler à l'éthanol, c'est vraiment quelque chose qui est rentable, qui fonctionne bien, qui pollue moins, que des bonnes choses. Et moi, on continue sur la X pour la préparation. La prochaine fois, il va se passer des choses pas que fun. On la répare, j'envoie tout ça chez Usimeka et puis il nous refait ça tout bien et normalement ça revient. La culasse, tout ça, vous verrez tout ça, ça sera expliqué. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.